Salutations à toutes et à tous et bienvenue sur Axor. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie et des ressources mondiales ainsi que de l'avenir de notre planète. Les risques d'effondrements environnementaux et sociétaux du monde industriel contemporain concernent la possibilité que des bouleversements majeurs affectent l'environnement et les sociétés humaines, en raison notamment de l'extinction en cours de nombreuses espèces vivantes et du changement climatique. Ils participent à un processus de catastrophe potentielle à l'échelle de la vie sur Terre. Ces risques de catastrophes planétaires sont de nature systémique, ils peuvent être dus en particulier à la consommation excessive des ressources naturelles, ce qui recouvre aussi bien l'exploitation d'énergies fossiles libérant des gaz à effet de serre que la destruction des milieux naturels, et à la pollution liée surtout à l'utilisation du pétrole et de ses nombreux dérivés. L'évaluation de leur degré de gravité repose sur des indices mesurables et des études documentées. Alors que les effondrements de civilisations du passé ont été géographiquement limités à celles-ci, les analyses actuelles envisagent un bouleversement systémique qui pourrait être mondial. Elles n'envisagent pas nécessairement la fin de l'humanité mais plutôt celle de la société industrielle. Elles s'appuient sur des faits scientifiques dont la réalité est reconnue par des rapports et expertises scientifiques et institutionnelles. Jacques, la thermodynamique d'une fusée qui s'emballe, qu'est-ce qui se passe ? Elle explose. Est-ce que vous pensez qu'on va exploser ? Oui, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que le système n'était pas soutenable, que les ressources naturelles ne nous permettent pas, au niveau de la consommation actuelle, de rester dans un état quasi stable avant la fin du siècle. Un état convivial. Convivial, pas pour tout le monde, j'ai peur de dire stable, quasi stable. Et donc, il est tout à fait évident pour moi qu'il y aura un problème que nous ne comprenons pas à l'heure actuelle, nous ne savons pas ce que ça sera. On peut imaginer par exemple qu'il y ait des rigolos qui développent le virus de la variole, par exemple, ce qui pourrait créer une épidémie inarrêtable. Nous pouvons aussi avoir un changement d'état dont vous parliez tout à l'heure, comme par exemple le détournement du Gulf Stream ou la fonte de l'Antarctique qui véritablement crée le chaos. Donc il va y avoir toute une série d'événements très sérieux qui impliqueront des populations nombreuses et donc on peut pas arrêter les conflits. La collapsologie s'inscrit dans l'idée que, au cours de l'Anthropocène, l'homme impacte de manière durable et négative la planète. Elle propage notamment l'idée de l'urgence écologique, liée à l'augmentation des températures sur Terre, la multiplication des catastrophes naturelles et à l'effondrement de la biodiversité. Les collapsologues relient différentes crises entre elles, crises énergétiques, économiques, environnementales, géopolitiques, démocratiques. La collapsologie est un courant de pensée transdisciplinaire apparu dans les années 2010 qui envisage les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ses conséquences liées à la surpopulation, l'épuisement des ressources, le dérèglement climatique et l'extinction des espèces indispensables à la vie. La conjonction de ces crises pourrait conduire à l'effondrement de la civilisation industrielle, prévue avant 2050. Cette catastrophe annoncée conduirait de nombreux habitants à manquer de nourriture, d'eau et de logement. Ce qui pourrait générer des conflits à l'échelle mondiale et des déplacements de masse ainsi qu'à la naissance de groupes survivalistes et autres. Les collapsologues ne font pas qu'annoncer une catastrophe, ils proposent aussi des pistes pour l'éviter. Il y a un défi tout nouveau qui est venu presque à notre insu et qui, depuis un siècle, est celui des générations à venir. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sort des générations à venir dépend étroitement de nos actes. Et ça, c'est tout nouveau. Nous ne l'avons pas décidé. Je termine sur cette question générale en forme de question philosophique par la référence à un livre que je cite souvent et que Nicolas aime bien, qui est Effondrement de Jared Diamond. Collapse En anglais, qui montre comment doivent être envisagées les questions d'accès aux ressources, d'environnement et de collaboration avec les sociétés qui nous entourent, lorsque ces questions-là deviennent prégnantes et arrivent à un point qui est tel que si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît.
Et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? C'est une question compliquée. Il aura fallu ce Facebook Live pour que je sache que vous aviez, Monsieur le Premier ministre, lu. C'est parce que tu n'étais pas attentif, parce que je l'ai Effondrement. cité dans mon discours de politique générale. Et c'est très intéressant parce que, en fait, ce livre essaye d'expliquer pourquoi un certain nombre de grandes civilisations ont disparu. Et le petit dénominateur commun, si je fais court, c'est la difficulté qu'ont eu ces peuples et ces civilisations à prendre en compte la limite des ressources dont ils disposaient. Et la rareté, ça se pilote, la pénurie, ça se subit. Et c'est toute la difficulté du XXe siècle, c'est tenir compte du fait que dans un certain nombre... Il y a des ressources renouvelables, mais il faut leur laisser la possibilité de se régénérer. Et pour revenir à la première question, si on veut qu'elles se régénèrent, il ne faut pas les polluer et les empoisonner. Mais il y a des ressources finies, et ça, il faut en avoir conscience. Et l'autre enseignement du livre, c'est qu'on peut s'en sortir. Parce que ce qui est formidable dans le bouquin, c'est qu'il montre des exemples d'effondrement, c'est-à-dire de sociétés qui n'arrivent pas à changer et qui subissent la pénurie, qui disparaissent, littéralement qui disparaissent. Bon. Et puis il montre des sociétés dans lesquelles, pour des raisons XY, on comprend qu'on est en train d'approcher la limite et on change, non pas d'ailleurs pour arrêter de croître, mais pour changer le modèle qui permet à l'environnement et aux ressources d'être préservés. Mais il y a un point de retour. Hein. Il y a un point de retour. Mais l'exemple où ça marche bien, c'est le Japon et la reforestation. Et où ça ne marche pas, c'est l'île de Pâques. Exactement. Et, il y en a d'autres exemples. Mais voilà, non, mais ça montre que collectivement, quelles que soient les époques, il y a des moments où les décisions doivent être prises. Je pense que le problème échappe complètement au pouvoir politique. Et d'ailleurs, on peut trouver un exemple très simple. C'est qu'il y a eu la COP21 il y a maintenant 3 ans, ou quelque chose comme ça, et tous les États ont promis d'améliorer le bilan carbone. Rien n'a été fait par aucun gouvernement depuis. Et en particulier, c'est très curieux, c'est que le gouvernement français qui a fait cocorico avec le rôle qu'il jouait dans la réunion, n'a pas fait plus que les autres. Et disons que notre consommation en carbone a augmenté depuis la consommation de la France. Ça, c'est simplement un exemple, mais en réalité, je pense que nous sommes devant des grandes tendances, des tendances de fond. L'essentiel, c'est très clair, provient de l'augmentation de la population, 1% par an. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose encore plus grave. C'est que non seulement la population mondiale augmente, mais qu'en même temps, elle veut améliorer son niveau de vie, se développer. Et donc, si la croissance de la population est de l'ordre de 1% par an, la croissance de la consommation des ressources naturelles qui servent à, disons, augmenter le niveau de vie est de 2% par an. Et donc, nous sommes en présence... Alors que pour que l'État reste stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne s'aggrave pas, il faudrait 0% par an. Mais avec 2% d'augmentation de la consommation des ressources naturelles, le système est instable et ne peut pas être arrêté. Et alors, ces deux facteurs, augmentation de la population et augmentation de son niveau de vie, son développement, sont complètement en dehors, des moyens d'action des gouvernements. Et donc, c'est pour ça que je pense que les gouvernements ne peuvent rien faire. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne pouvons plus définir des politiques en ignorant le défi climatique, en ignorant que nous détruisons les conditions mêmes de notre survie. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. Prenons conscience de la gravité de la menace sur les équilibres du monde. En matière de lutte contre le réchauffement climatique et de la biodiversité, il nous faut passer plus fortement encore aux actes concrets et changer en profondeur notre organisation politique, le système lui-même, pas chercher à le compenser, à le corriger, le changer.
En 1950, il s'est produit ce qu'on appelle la grande accélération. Nous sommes passés de l'Anthropocène, 12 000 années d'un climat très stable qui a permis l'agriculture, l'expansion des civilisations, à ce qu'on appelle l'Anthropocène, l'âge, avant c'était donc l'Holocène, pardon, l'Anthropocène, l'âge dans lequel l'homme a un impact majeur, le plus grand impact qui soit, sur notre planète. Alors retenez un instant votre souffle, pas trop longtemps, juste le temps d'imaginer ce que sera l'image suivante en 2010. Et comme vous pouvez le constater, nous avons largement dépassé pour certains de ces paramètres les limites de sécurité. Pour vous donner un seul exemple, celui de l'appauvrissement de la biodiversité, au rythme actuel de disparition des espèces, en 2050, 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu. Et ce n'est pas seulement les tigres de Sibérie, les monstres de Tasmanie, les rhinocéros unicornes, c'est des milliers et des milliers d'espèces d'insectes, de poissons, de batraciens. Déjà, la population des poissons a été réduite de 80% dans les océans. Et puis tu as un prof, il s'appelle Jay Forrester, d'ailleurs celui qui a inventé la mémoire RAM. Il a fait la dynamique des systèmes. Voilà, il a créé une discipline où il crée des systèmes avec plein de boucles de rétroaction. Et puis là, il met ses étudiants, donc Denis Meadows, etc., toute une équipe sur le modèle World 3. Donc ils ont modélisé le monde avec croissance économique, industrie, population, taux de natalité, taux de mortalité, tout ça, voilà, c'est assez complexe. Pourtant, c'est un modèle simplifié du monde. Et parce qu'il n'y a pas le climat. Enfin, il manque plein de choses en fait. Voilà. Et puis ils ont mis les chiffres réels, ils ont appuyé sur Enter et ils ont vu comment le modèle a évolué pendant 100-150 ans. Première modélisation du monde, et puis donc ils appuient sur Enter et effondrement des courbes. Combien de temps ? Première moitié du XXIe siècle. Donc ils étaient dans les années 70. Voilà, effondrement entre, je sais pas, 2020, 2015 et 2050. Donc toutes les courbes partent en exponentielle et à un moment, s'effondrent. Et ils se font... J'aurais bien aimé voir leur tête d'ailleurs. Faudrait faire quelque chose là-dessus. Et du coup, ils se disent, bon, on a un modèle informatique, on va bouger les paramètres, on va trouver des solutions. Ok, alors, il y a le modèle population. Bon, on va faire du planning familial, tout ça, on va réduire la natalité, diminuer l'exponentielle de la population. Ok, et ils bougent les chiffres, c'est parfait, c'est super l'informatique. Enter, effondrement. Et puis, non, on va doubler les rendements agricoles. Ouais, bonne idée. Hop, x2, Enter, effondrement. Merde. Et puis on va faire des technologies efficientes, on va dépolluer, on va moins consommer d'énergie non renouvelable, etc. Et plein de solutions. Et à chaque fois, Enter, effondrement. Parfois, effondrement encore plus brutal et plus rapide. Et du coup, à un moment, je crois que c'était au 11e, 12e scénario, je sais plus, ils font toutes les solutions en même temps, Enter, et hop, ça se stabilise. Ouf. Donc là, ils publient le rapport. Il y a effectivement une trajectoire, selon le modèle World 3, où tous les paramètres de la civilisation, de la société, du système monde, se stabilisent dans ce qu'ils appelleraient, les Anglais, le steady state economy. Un plateau. Développement durable, un plateau. Et donc, il y a là un vrai défi. La question de l'environnement est bien sûr éminemment complexe, mais si on y change, c'est une question tout simplement d'altruisme et d'égoïsme. Si nous avons la moindre considération pour les générations à venir, nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Elles se diront, vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait. Nous sommes dans la position, je suis marxiste de la tendance Groucho, qui disait, pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? C'est exactement ce que nous disons, et c'est aussi malheureusement ce qu'a dit le millionnaire américain Stephen Forbes sur la sympathique chaîne de télévision Fox News, lorsqu'il a dit, on lui parlait de la montée inexorable du niveau des océans, je trouve absurde de changer mon comportement aujourd'hui pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. Après moi, le déluge. Donc nous devons faire face à tous ces défis qui tournent, si vous le regardez bien, aussi bien dans le domaine de l'économie, de l'avidité,
de la solidarité qui est nécessaire pour l'épanouissement, qui tourne autour de la question de l'altruisme et l'égoïsme. Alors, est-ce que vraiment, comme Plaute le disait, l'homme est un loup pour l'homme? Tout le monde estime que l'humanité atteindra à peu près 10 milliards d'humains vers 2050. Mais si on tient compte de l'augmentation de leurs besoins, c'est l'équivalent de 14 milliards. Ça veut dire qu'en 2050, il faudrait nourrir 14 milliards de gens et non pas 10, et non pas 7 comme aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas possible. C'est la ressource en eau. Si on considère déjà ce qui se passait dans les quelques dernières années en ce qui concerne la quantité disponible d'eau dans le bassin méditerranéen, on a commencé à partir de 1970 à pomper dans toutes les nappes phréatiques, y compris les nappes fossiles qui ne se renouvellent pas. Et donc on atteint maintenant un niveau où la situation, puisqu'on a consommé notre capital, la situation va s'aggraver rapidement. Je prends un exemple, le Yémen. Le Yémen, il y a des conflits, il y a des choses très graves. Quelle est la situation de la nappe phréatique au Yémen? Elle était à 10 mètres de profondeur en 1970, aujourd'hui elle est à 1 km. Ça veut dire que maintenant il faut pomper, et on est en présence d'ailleurs du surpompage, c'est-à-dire il y a ce pompage vide la nappe phréatique. Or le Yémen a aujourd'hui à peu près une vingtaine de millions d'habitants, et en 2050, ça sera 45. En 2050, vous aurez 45 Yéménites, et à ce moment-là, il n'y aura plus d'eau du tout. Si l'on, disons, essaie de quantifier ce phénomène, les spécialistes disent que la population est en état de stress hydrique, c'est-à-dire de stress en dessous de 2000 mètres cubes par an et par personne. Tous les pays du Maghreb, l'Égypte, le Yémen, étaient tous en 2000 au niveau juste en dessous du stress hydrique. Et si maintenant on descend de 1000 à 1000 mètres cubes, on appelle ça l'état de pénurie, à ce moment-là on s'aperçoit qu'en 2050, tous les États, l'ensemble de tous les États, y compris le Maghreb, y compris l'Égypte, sera en état de pénurie. Ce genre de choses dont nous savons qu'elles vont arriver, eh bien c'est ça qui va amener, je ne veux pas du tout utiliser le mot catastrophe que je déteste, mais qui vont amener des changements. Des changements, moi je n'emploie pas le mot réchauffement climatique, mais de changement climatique. Et là c'est pareil, il y aura des changements dans les rapports internationaux, et des changements dans les habitudes. Et je pense que en même temps que cette évolution générale, il va y avoir une évolution technique. Je suis très frappé par l'évolution de l'électronique, qui pour moi depuis 1960 est le ressort de l'histoire, avec des impacts énormes que nous ne mesurons absolument pas dans les relations humaines. Et donc nous avons toute une série de courbes d'évolution croissante vers le non supportable. Donc effectivement, je crois qu'il se passera des choses. Et ces choses seront mauvaises. Parce que quand vous avez une épidémie de variole et que vous avez la moitié de l'humanité qui disparaît en 3 mois, ça s'appelle un changement. Un changement. Et ça va arriver. Ça va arriver. Une profession qui va fortement augmenter, c'est croque-mort. C'est ça? Donc, pas sûr, parce qu'il n'y aura plus de croque-mort. Ah oui. C'était ce qui est arrivé quand on avait des épidémies de peste. Les gens qui ramassaient les cadavres mouraient avant les autres. Et donc le croque-mort n'est pas éternel. C'est une mise en récit des chiffres abominables, quoi. Tu vois, t'as des chiffres sur l'eau, le pétrole, le climat, c'est horrible. Tu prends ces chiffres et je vous dis, c'est un effondrement qui est en train d'arriver. L'effondrement, c'est un récit, c'est une mise en histoire. Et la clé,
c'est que ces récits qu'on se raconte n'écrasent pas l'avenir, n'aplatissent pas notre avenir. Pourquoi ? Parce que l'annonce des catastrophes est toxique en elle-même. Quand on vous dit vous avez une maladie incurable, par exemple on te fait un test génétique et les scientifiques, les médecins te disent bon là t'as je sais pas, t'as quel âge, 40 ans Beaucoup moins. beaucoup moins. Et ben à 60 ans, tu vas ton corps va se déformer, tu vas mourir rapidement, ou je sais pas, à 50 ans d'atroces souffrances. Ce soir, c'est Fiesta et Tinder. Pour l'instant, t'as rien, mais il y a un test scientifique génétique qui te dit, en fait, tu as une maladie génétique incurable et tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Ne pense même pas que t'en as pour quelques années à vivre. Ces annonces scientifiques, carrées, tout ce que tu veux, sont toxiques parce qu'elles te changent ta vie au moment présent, elles te pourrissent la vie. Et en fait, tu peux vivre encore quelques années, tu peux essayer de les vivre bien. Tu vois, et c'est ça la différence, c'est que de ne pas rendre les annonces toxiques au point de pourrir la vie des gens. Ça, c'est vraiment délicat, et je pense que les scientifiques, alors les médecins, ils travaillent depuis des années, comment annoncer à quelqu'un un cancer, etc. Donc il y a toute une science qu'on décrit, on développe tout ce côté psychologique, éthique, artistique. Est-ce que ça ressemble à des soins palliatifs appliqués à quelqu'un qui a 85 de QI ? Ça peut. Mais ça peut s'appliquer à celui qui a 185 de QI aussi. Je veux dire, on pourrait dire que toute l'humanité entre dans une phase de soins palliatifs. On pourrait le dire. Je veux dire, en fait, c'est ce qu'on est en train de dire ce soir. Soins palliatifs, on prend soin du patient. On lui fait passer les phases du deuil, colère, tristesse, on accueille pour qu'il soit dans l'acceptation de la mort. Accepter la mort, c'est simplement être adulte. Tu passes de l'adolescence à l'adulte, tu acceptes la mort et les souffrances. Tu acceptes ta vulnérabilité, tu es humble. Voilà. Et nous, on est dans une société adolescente, patho-adolescente, qui ne veut pas voir les limites, qui ne veut pas voir les souffrances, qui ne veut pas voir la mort, qui ne veut pas voir la possible fin. Et ça crée un environnement toxique. On est toxique, socialement toxique. Pour moi, c'est notre analyse. Et donc passer à l'âge adulte, c'est reconnaître la mort possible dans quelques années, mais il y a quelques années encore, on peut bien vivre avec l'idée de la mort. C'est ça, l'histoire de la philosophie, c'est comment bien vivre avec l'idée de la mort. Et là, on parle d'un effondrement de la société, c'est-à-dire la mort de notre société, de la biosphère, de notre espèce. Tout est possible encore, je veux dire, ça dépend des boucles de rétroaction et tout ça.
Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite. Aucune autre planète ne ressemble à la Terre. Au fur et à mesure que l'on s'en approche, on découvre une multitude de couleurs, de reliefs et de paysages. L'extrême variété de ces milieux permet à une multitude d'espèces végétales et animales de se développer et de vivre. La vie est partout, ou presque, sur notre planète. Du plus commun au plus étrange, du plus petit au plus grand, du plus effrayant au plus merveilleux. L'ensemble des êtres vivants qui peuplent la Terre est appelé la biodiversité. Et parmi toutes ces espèces, il y a l'homme. L'homme est une espèce vivante parmi les autres. Il fait donc partie intégrante de la biodiversité dans toute sa diversité ethnique et culturelle. Jusqu'au XIXe siècle, l'homme pensait que la nature était inépuisable et la planète infinie. Hélas, ce n'est pas le cas. Avec la révolution industrielle, l'emprise de l'homme sur la Terre s'est accrue, et on a alors pris conscience de ses impacts sur l'environnement. Pollution, destruction des habitats par la transformation des terres et l'urbanisation, introduction d'espèces envahissantes qui modifient l'équilibre des milieux naturels, surexploitation des ressources. L'homme détruit et modifie les milieux naturels à une cadence sans précédent, alors que la nature a au contraire besoin de temps pour se régénérer. Bouleversement climatique dû aux émissions massives de gaz à effet de serre. Déjà des centaines d'espèces connues ont disparu. À cela s'ajoutent toutes les espèces qui ont disparu avant même que la science ne les ait décrites. Ces extinctions récentes n'ont qu'une seule cause, l'homme. Aujourd'hui, le nombre d'espèces menacées à cause de l'homme augmente rapidement. En France, il n'y a plus que quelques dizaines de loups aujourd'hui. Le bouquetin des Pyrénées s'est éteint en janvier 2000. Les ours bruns sont également menacés, tout comme les tortues d'Hermann. Les conséquences de l'extinction d'une espèce sont dramatiques, car les êtres vivants sont dépendants les uns des autres. La disparition d'une espèce peut entraîner d'autres extinctions en cascade. Et à terme, c'est l'avenir de l'homme qui est menacé. Les hommes oublient souvent l'incroyable travail que la nature accomplit pour eux et que la technologie ne pourra jamais remplacer. Sans biodiversité, l'homme ne pourrait pas survivre. La diversité des espèces est indispensable à la santé. Plus de la moitié des médicaments proviennent de substances naturelles. La biodiversité est aussi la source principale d'alimentation des hommes. La pêche représente environ 100 millions de tonnes de nourriture au niveau mondial. Mais la biodiversité assure également d'innombrables services écologiques. Les algues constituent la plus grande machine à produire de l'oxygène pour la planète. Le long des côtes, sous les tropiques, les récifs coralliens servent d'abri aux poissons et en atténuant la force des vagues, permettent de préserver les côtes. Les forêts sont également indispensables à la vie. Elles fournissent du bois, absorbent l'eau pendant les périodes pluvieuses et la rediffusent pendant les périodes sèches. Les forêts tempèrent également le climat et en période de croissance, elles stockent du carbone qui autrement contribuerait à l'effet de serre. Les plantes à fleurs, pour beaucoup d'entre elles, dépendent pour leur pollinisation d'insectes comme les abeilles, les bourdons ou les papillons. Albert Einstein disait que si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'espèce humaine n'aurait plus que 5 années à vivre. L'avenir des générations futures dépend du respect de la biodiversité. Ce qui est détruit l'est pour toujours, mais ce qui est en danger peut encore être sauvé.